si jamais vous n'êtes pas profitable au moins sur 6 mois en trading, c'est pas une chose à faire. 60 000 $ de challenge achetés sans rien passer, sans faire de payout, sans rien du tout. Tous ces mecs-là font nos payouts, quoi. Le plus gros que j'ai eu chez FTMO, c'était 29 000 $ en un payout. J'avais fait un payout à 32 000 chez eux, j'ai été payé. C'est après quoi ils m'ont ban pour des problèmes de liquidité. Okay. Tu te retrouves avec des mecs en fait qui vont faire des 50 000 en NFP alors qu'ils savent pas trade. Vous allez comprendre que la réalité du trading, c'est pas de faire 50 heures par mois. Ils vous diront tous que faire 2, 3, 4 heures par mois, c'est déjà exceptionnel. Bienvenue à tous dans ce tout nouveau épisode, un tout nouveau podcast avec un invité très spécial, vous allez voir. Aujourd'hui, on va aborder énormément de sujets, que ce soit sur la psychologie, les stratégies, les prop firms. On va beaucoup parler de prop firms puisque vous allez voir notre invité, d'ailleurs, à seulement 18 ans, a fait plus de 150 000 $ de payout. Donc, Alan, je te laisse te présenter et puis... Bah écoute, merci Alex de m'inviter sur ce podcast. Franchement, ça fait super plaisir parce que depuis le temps que j'attendais d'en faire un avec toi. Bah écoute, moi c'est Alan. Je me présente, donc je suis tout simplement un jeune de 18 ans, un jeune trader de 18 ans même. Et bah, tout simplement, je gagne ma vie grâce au trading, notamment grâce aux prop firms. Et puis, j'ai terminé mon bac il y a 6 mois de ça. C'est fou. Ouais, j'ai terminé mon bac il y a 6 mois de ça. Donc, j'ai suivi un parcours classique, parcours lycée général, tout ça. Et ensuite, j'ai tout simplement décidé de quitter les études pour me lancer et me consacrer d'ailleurs à 100% dans le trading. Et pour l'instant, ça se passe bien. Ok, mais du coup, comment, si on peut revenir un peu sur ton parcours, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont nous regarder qui sont peut-être plus ou moins dans ta situation, peut-être un peu plus avancée ou un peu moins. Comment toi, déjà, tu as géré un peu la situation? Est-ce que tu apprenais pendant tes cours, tu faisais ça le soir, etc. Ça fait combien de temps que tu as commencé et qu'on puisse savoir un peu plus où t'en es? Ouais, alors c'est super intéressant parce que tu vois, en fait, moi, quand j'étais au lycée, mes journées se résumaient au trading, c'est-à-dire que je suivais même plus les cours. J'avais la chance d'avoir mon Mac en cours. C'était une chance qui m'était donnée par mon lycée, justement. C'était un lycée privé qui, je sais pas comment ça se fait, mais ils acceptaient ça. Ouais, c'est vraiment rare parce que ouais, c'est super rare. Du coup, sur certains cours, j'avais le Mac, notamment, tu vois, les cours de français, cours de maths, parfois même, cours d'anglais et tout ça. Et en fait, sur les cours, je me posais, je regardais tous les concepts à chaque fois, tu vois. Je refaisais en fait un petit récap de ma journée de trading, je faisais mes journalings. Et voilà quoi, j'ai commencé à faire du backtesting aussi, j'ai commencé le backtesting à 16 ans. Ah, c'est fou. Ouais. Et donc là, t'as 18 ans, c'est ça? J'ai 18 ans, ouais. Ok. Et donc, t'as commencé à quoi, 15 ans le trading? Ouais, alors j'ai commencé à 14 ans avec les cryptos. Et ouais. Ouais, à 14 ans, les cryptos, j'ai perdu environ 1000 € en futures, tu vois, genre le parcours classique des futures. Ouais, ensuite, les futures ont été interdits en France, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me souviens. Binance, il donnait plus l'opportunité de trader les futures. Du coup, je me suis dit, je vais switch sur le Forex. Et à ce moment-là, en plus, j'avais trouvé un mentor sur Twitter, donc j'ai eu beaucoup de chance avec lui. Et puis voilà, quoi, au fur et à mesure du temps. On y reviendra tout à l'heure. Ouais, bien sûr, c'est un sujet très, très intéressant, les mentors. Bon, on va directement partir dans le vif du sujet et on va parler de mindset, de routine en trading, parce qu'on a énormément de questions là-dessus et c'est justement des choses que les traders débutants ou même plus avancés peuvent évidemment se poser. J'ai une première question pour toi, Alan. Le trading, c'est un environnement qui est vraiment illimité. Il y a des possibilités qui sont littéralement infini. Comment toi tu gères justement la pression dans cette dynamique qui est aussi grande? Comment tu fais justement pour rester calme, toujours réussir justement à maîtriser ta psychologie, même si on peut pas tout aborder en une seule question, mais comment tu arrives à te stabiliser un peu dans ce monde qui est aussi vaste? En fait, déjà, le fait de me dire que je trade de l'argent de démo en prop firm, ça m'a beaucoup aidé au final. Okay. Au tout début, je le voyais vraiment comme du vrai argent. Enfin, à partir du moment où tu commences à compter tes pourcentages et tes gains, ça te met déjà dans une pression constante parce que tu vas te dire tout le temps je veux évoluer, je veux faire plus. Et en fait, en trading, il faut comprendre que c'est pas l'objectif. Tu vas avoir des mois qui sont vraiment nazes et tu vas avoir des mois qui sont vraiment incroyables. Ouais, évidemment. Donc en fait, tu peux pas trop rivaliser avec le fait, tu vois, comme un employé, de monter les échelons au fur et à mesure. Et moi, je me suis toujours dit ça. Donc les périodes de down, ça arrive. Et en fait, j'essaie juste de relativiser à chaque fois. Mes parents m'ont beaucoup aidé sur ce point-là. J'ai des parents qui m'ont assez aidé psychologiquement en trading. Donc, en vrai, c'est que du bonus, tu vois, les parents. Mais en vrai, c'est juste le fait de me dire que voilà, c'est de l'argent démo, ça reste de l'argent démo en prop firme. Je suis pas non plus sur du capital propre. J'investis pas des dizaines de milliers d'euros, même si ça m'est arrivé de temps en temps. Mais bon, ça, on en reviendra, je pense, sur les challenges. Mais voilà, au final, c'est juste une question de relativisation, je pense.
Ok, je vois, c'est vraiment intéressant. Et tu parlais de ça, justement, ça m'a fait penser à une autre question. Comment est-ce que toi, on a des downs forcément dans nos trainings, tu viens d'en parler. Comment est-ce que toi, tu gères justement ces downs? Parce que moi, du coup, en gros, ce que je fais, c'est que je vais vraiment me focus sur mes datas. Dès que j'ai un down, eh ben, je retourne sur mes datas, je regarde mes performances sur ce que j'ai fait, mes journaux de trading. Je refais peut-être un peu de backtest aussi. Et c'est ça qui m'aide vraiment à reprendre confiance en ma stratégie. Comment est-ce que toi, tu gères ça, justement, ces downs de psychologie où tu es peut-être dans une phase où tu es en drawdown, où tu n'as plus forcément confiance en ce que tu fais en ta stratégie? Comment justement tu arrives à remonter la pente pour repartir et faire quelque chose de bien par la suite? Pour moi, tout se résume à, on va dire, faire un break psychologique. Tu vois, tu reprends vraiment Ok. ta stratégie de A à Z. Tu reprends le backtesting de A à Z, c'est-à-dire tu vas te faire au moins 2-3 mois de backtest, tu vois, juste pour te remettre dans le bain de la stratégie. Je suis d'accord. Et en fait, tu prends juste 5-6 jours de pause. Il te suffit que de ça, hein. Tu as 365 jours dans l'année. Donc 5-6 jours de pause et tu reprends bien, tu es posé psychologiquement, tu es dans un bon mood. Tu vas pas te dire... En fait, si tu vois que ta stratégie, elle est rentable sur le long terme, bah forcément, derrière, il n'y a pas de raison que tu te dises, bon, je vais pas être rentable sur les 4 prochains mois, quoi. Ouais, évidemment, évidemment. Donc en fait, c'est juste une question de reprendre les bases, se poser, tu vois, faire vraiment un break psychologique, peut-être aller se ressourcer en montagne, je sais pas, faire une activité simple. Et je sais pas, à la plage, Ouais, quitter les graphiques et par la suite, une fois que tu es un peu plus posé, vraiment se le ressourcer, lendemain ouais. reprendre conscience de la stratégie en faisant du backtest. C'est vraiment la chose où on reviendra justement après sur les datas. Mais d'ailleurs, toi, comment est-ce que tu gères justement ces datas? Est-ce que tu journales tous tes trades? Est-ce que tu fais du backtest? Et comment est-ce que tu fais pour justement déjà savoir si tu es rentable, optimiser ta stratégie, etc. Alors juste pour revenir à la question d'avant, il faut pas oublier que le break psychologique, c'est bien, mais le travail, c'est le plus important parce que tu vas faire ta pause, ok, mais derrière, il faut vraiment qu'il y ait du travail pour reprendre la stratégie, les bases. Donc voilà, c'était juste pour compléter la réponse de juste avant. Tu disais quoi sur... Comment est-ce que tu gères tes datas justement? Est-ce que toi, tu journales tous tes trades, tu journales pas? T'es de quelle école? Est-ce que tu préfères journaler? Tu ne préfères pas journaler? Alors, faut savoir que moi, je journale tout, Ok. même les trades que j'ai ratés. Faut savoir Ouais, que... évidemment, c'est Ouais. important. Non, Que t'as raté dans le sens qu'ils sont pas dans la stratégie? non, c'est pas du tout ça. Je journale en fait les trades où j'ai pas été fill, par exemple. Ah, t'as pas été, par exemple, tu mets un ordre limite sur un, Exact. un truc, t'es pas rempli, tu... Parce qu'en fait, ça va me permettre de voir au fil du temps ce qui marche par rapport à mes entrées, mais en live, parce que le backtesting, ça reste du backtesting dans le passé. Donc derrière, il faut vraiment que tu aies de la data en live. Et en l'occurrence, noter les trades, excuse-moi, dans lesquels tu n'étais pas pas rentré à cause d'un ordre en limite qui n'a pas été comblé ou quoi. Et bah, ça va être super intéressant au final pour voir quelles entrées marchent le mieux Ah sur, ouais, c'est sur vrai le que long c'est hyper, terme. c'est hyper intéressant. Et puis, forcément, les ordres où t'es pas forcément déclenché, bah, c'est des trades que tu aurais aussi pris si en soi t'avais été déclenché. Donc ça permet Exactement. de voir si bah, c'est des Tu aurais entrées eu qui sont... plus ou moins de RR, c'est juste la variable du RR qui change, mais au final, c'était un billet quoi, qui reste. Ouais, évidemment, c'est vraiment très pertinent ça comme chose. Alors, j'ai une prochaine question pour toi, Alan. Beaucoup de personnes, et ça c'est une question qui revient vraiment très 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 souvent, me demandent quelle est ma routine en trading, comment est-ce que j'organise mes journées en tant que trader. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et après on échangera justement là-dessus? Bien sûr. Alors en fait, il faut savoir que pendant une certaine période, tu vois, j'ai été très mal discipliné. J'ai eu une période où vraiment c'était la catastrophe. Je me réveillais à 11 heures, je commençais mes sessions de trading à 14 heures, je mangeais mon petit-déj à midi. Alors bah, heureusement j'ai changé, hein. On fait tous des erreurs. Donc on va dire qu'actuellement ma routine elle se limite en fait à se lever à 8-9 heures. Notamment vu qu'on est en Roumanie actuellement, à Bucarest, on peut le dire. On a passé un peu de temps ensemble à Bucarest. C'était sympa, je reviens carrément, dessus. et c'est pas encore fini, mais ouais, C'est pas encore fini, c'est ouais. vraiment trop cool ici. Mais ouais, justement, ce que tu veux dire, c'est qu'on a une heure d'avance et du coup, Exact. ça nous permet d'être Ouais. une heure en avance par rapport à la session et du coup, on peut se lever un peu plus tard, quoi. Exact, en fait. Je voulais venir sur ce point-là. Donc, en effet, en fait, je me lève à 10 heures pour trader la session de Londres. En fait, après, si tu veux, je prends 30 minutes à l'avance pour prendre mon petit-déj, me préparer, faire une douche, quoi, pour être frais pour la session. Ensuite, je passe sur ma session de trading de 2-3 heures et je cut sur ça parce que j'ai pas trouvé le mérite, en fait, dans mes datas de trader la session de New York pour l'instant. Ok, donc tu traites que Londres. Voilà, exact, Londres. Donc, toi, t'aimes bien parler de Judas Swing. Bon, Ouais, là, c'est ça. on rentre un peu dans les termes techniques pour ceux qui nous regardent peut-être. Mais en fait, ça se limite à ça, mais sur, si tu veux, des mouvements un peu plus long terme, on va dire.
Ouais, c'est ça, on reviendra justement Bien après sur sûr. les stratégies. Il y a quelque chose de très intéressant que tu viens de dire, c'est que lorsque tu te levais à 11 h, machin, tu commençais tes sessions de training à 14 h, tu te couchais tard, tu n'avais pas une bonne routine, hygiène de vie, eh bien, je pense que du coup, tu as remarqué que ça se reflétait dans ton trading. Comment ça se reflétait justement cette mauvaise hygiène de vie dans ton trading? Est-ce que ça t'a amené à faire des pertes, ça t'a amené à mal gérer ton risque? En fait, c'est contradictoire parce que le fait de ne pas penser au trading, c'est-à-dire tu te lèves à 11 h, tu vois, tu penses pas à trader instantanément, tu vas plutôt te dire, bon, il faut que je prenne mon petit déj, je suis en retard et tout. Et ben, le fait de faire ça, en fait, tu te détaches du trading. Et derrière, ça peut t'offrir en fait plus de résultats que ce que tu penses. Parce que le fait d'être détaché à 100% de tes résultats, en trading, ça va vraiment t'aider au niveau psychologique. Donc à ce moment-là, je peux pas dire Ok. que je me sentais mal psychologiquement, mais je me sentais perdu dans ma routine en fait. C'était plutôt ça. Ok. Euh, Par contre, c'est pas une bonne chose à faire, hein, je le recommande à personne. Ça sert à rien de se lever à 11 h pour trader à 14 h et t'as pas de discipline dans ta vie en fait. Le but c'est de trouver une discipline tout en restant détaché du trading. C'est ça. Parce que bon, tu te lèves à 11 h, t'es forcément détaché parce que tu penses pas à ça en premier, Ouais, mais évidemment. c'est pas la solution. Ouais, ok, c'est vraiment pertinent ce que tu dis. Donc, en soi, tu as un bon côté parce que ça permet de te détacher de tes résultats, mais du coup, ton hygiène de vie n'est pas forcément adaptée. Tu te réveilles en retard, tu peux pas trader la session de Londres. Enfin, c'est un peu, Ouais, en fait, c'est ça. ouais, c'est un peu compliqué. Après, c'est vrai on traite plus ou moins la même chose avec Alan. On a plus ou moins la même stratégie à quelques détails près, évidemment. Mais c'est Quelques vrai que moi, confluences près, ouais, ouais. voilà, c'est ça. Des confluences. Mais moi, j'ai pas, tu vois, j'ai pas une routine. Enfin, je me lève déjà tous les jours entre 7 h, 7 h 30, max 8 h. Et je fais mes analyses, je mets mes alertes, etc. Mais moi, je vais pas vraiment trader une session en particulier parce que j'ai une stratégie qui est beaucoup plus, en gros, en un peu plus grosse time frame, je cherche des un peu plus gros mouvements. Et du coup, je peux prendre des trades que ce soit de 8 h à en gros 19 h le soir, quoi. Donc, j'ai pas de restrictions comme ça. Mais après, je pense que toi, tu as vu que sur tes datas, c'est ce qui marchait mieux. Et du coup, c'est pour ça que tu traites comme ça et que tu as cette routine-là, quoi. En fait, le problème de la routine, c'est que justement, ça va te bloquer dans une certaine phase où tu vas penser qu'à ça. Parce que la routine est faite pour justement te faire gagner du temps. Pour moi, c'est ça. Quand tu mets en place une routine, c'est un gain de temps pour les autres choses que tu as dans ta vie. Le problème, c'est qu'en essayant de mettre en place cette routine, tu te bloques dans un cercle vicieux de trading parce qu'au final, tu vas essayer de trade chaque jour justement sur ta routine. Ouais, ça, tu t'imposes en fait le fait de trader, Voilà. quoi. Et derrière, du coup, tu vas faire des erreurs psychologiques à coup sûr parce qu'en restant devant les charts, tu peux qu'en faire. Ouais, évidemment. Bah, c'est ça aussi hein, moi, qui me permet en réalité de ne plus faire d'erreurs psychologiques. Même tu peux avoir toujours des petits dérapages, ça peut arriver, mais Bien sûr. tu les rattrapes rapidement. C'est que le matin, je mets mes alertes, je fais mes analyses, etc. J'attends mes zones de prix. Et tant que le prix n'est pas dans mes zones, je ne regarde pas les graphiques. Et ça m'arrive quelquefois de même pas regarder le graphique de la journée. Et je pense que ça doit t'arriver aussi, à mon avis. Rarement. De même pas regarder les graphiques sur la journée Ou- que le lundi et le week-end. Que le lundi et le week-end. Ouais, mais imaginons que le prix reste bloqué, par exemple, dans ton Asian range, ça Ah cache bah même bien pas, sûr, là, je check même pas, ouais, c'est skip Ouais. day quoi. Ouais, c'est ça, évidemment. Et tu me parlais justement tout à l'heure de performance. J'aimerais rétablir un peu la vérité là-dessus. Bien Parce sûr. qu'on entend beaucoup de personnes dire qu'ils font 100 R, 150 R par mois, des performances hors du commun. Ça, j'en ai vu, ouais. J'en ai vu. J'en ai vu beaucoup. Comment toi, tu gères justement ces objectifs de performance? Quel est déjà ton objectif de performance par mois? Même si le fait d'avoir un objectif en trading n'est pas quelque chose de forcément bien, mais quelle performance déjà tu arrives à faire, quoi. En gros, c'est plus ça plutôt qu'un objectif, quoi. Je vais regarder nos auditeurs et je vais clairement leur dire que les personnes qui vous promettent 50 ou 100 R par mois, évitez-les à tout prix, vraiment. C'est pas des exemples à suivre. C'est possible, hein, mais sur des coups de chance. C'est possible et tu peux pas. C'est impossible à tenir sur le long terme. C'est ça. bien une performance exceptionnelle. Ça peut arriver, c'est possible. Si tu tiens un trade vraiment longtemps, tu es rentré sur vraiment un point swing de marché, ça peut arriver. Bien sûr. Mais faire ça toutes les semaines, tous les mois, pendant un an, c'est ça qui est facile à dire, entre guillemets. Vous allez faire la chose une fois, mais essayez de la faire sur des mois, sur des années. Et c'est ça qui est dur en trading, c'est la consistance. Et quand vous allez chercher de la consistance, eh bien, c'est là où on se rend compte que faire des performances comme ça, c'est impossible. C'est juste impossible, quoi. En fait, souvent, les personnes qui vont vous promettre des 100 R ou des 50 R par mois, c'est souvent, je sais pas si tu as remarqué, des gens qui font du scalping. Et en fait, dans le scalping, on oublie très souvent, si tu veux, les spreads, déjà de 1, qui vont être extrêmement élevés. Tu vas avoir aussi les commissions. Derrière, tu vas avoir des tailles de lot énormes, du slippage
En fait, c'est intenable sur le long terme, c'est Oui, intenable. et puis surtout, faire des entrées avec des SL à 3 pips en prenant 50 R, faut arrêter, il faut être réaliste au bout d'un moment, Exact. c'est juste impossible. Si tu fais des petits stop-loss comme ça, forcément, derrière, bah, tu as aussi des petits TP, tu manages ton trade, tu mets ABE, etc. Enfin, et puis de toute façon, moi, j'ai quitté ce style de trading-là, hein. Je le faisais peut-être un peu au départ, et avec le temps et l'expérience, tu te rends compte que bah, forcément, il faut intégrer plus de fondamentaux, il faut rentrer sur des plus grosses time frames pour pas être dans les bruits de marché. Je pense que tu me rejoins peut-être un peu là-dessus à mon avis, mais faire du trading en M1 ou en seconde, C'est pas la solution. c'est vraiment pas la solution, C'est et pas encore viable moins aussi. pour un débutant, quoi, parce que niveau erreur psychologique, tu vois des choses dans tous les sens, etc. D'ailleurs, comment tu gères un peu toi tes time frames, tes entrées, etc. Ça peut être intéressant de... Bah, tu vois, juste pour revenir au résultat, en fait, je pense que target 5% par mois, Ouais, c'est vrai c'est idéal. En fait, ce que je fais, moi, pour donner un peu, bah, on va dire, des conseils à nos auditeurs, c'est que, si tu veux, je vais avoir un compte en propre firme, et derrière, je vais en avoir aussi plusieurs. Et je vais pas Ouais. forcément les mettre sur un copieur comme beaucoup de gens le font. Maintenant, je me suis un peu séparé du copieur, justement. Ok. Et en fait, je vais target 5% mensuel. Une fois que les 5% mensuels ils sont faits, je vais tout simplement switcher sur un autre compte pour chercher un autre payout sur un autre compte, sur le mois même. Ouais, c'est ça. Nous, c'est ce qu'on fait plus ou moins, mais on a des groupes en gros de comptes. On a Ouais. 5 groupes et on switch entre les Avec groupes. des On a un comptes compte mères, des mère. comptes filles. Et après, on fait par exemple groupe 1, groupe 3. On fait, je sais pas, 2% dessus, 3%. Après, on switch, on prend que le groupe 4 et on switch là-dessus, mais ça revient plus ou moins au même que Bien ce que sûr, toi tu faisais. c'est une technique ouais, Parce comme une que autre. pour la petite anecdote, en gros, on a beaucoup tradé ensemble, Mm. notamment sur l'année passée, en gros, et on avait énormément de comptes pro-firme. Là, ça va être vraiment drôle, vous allez voir. Mm. Et je sais pas si tu te souviens, il y a une fois où on était dans un trade, donc en gros, à 3 avec Tim, on gérait plusieurs millions en pro-firme, et on était dans un trade sur EU, je crois, et tu avais genre 1,2 million en funding. Ouais. Et il y avait une énorme annonce éco juste avant, et nous, du coup, on avait nos groupes et on gérait vraiment de manière carrée. Donc, nous, on avait coupé les trades, je sais plus, on avait fait au moins 30 ou 40 000 dollars sur ce compte. Et à la nuit, on était ensemble, il avait 80 000 dollars de profit en latent sur son million de funding. Mm. Et je me souviens, tu étais complètement en détente, c'était affolant. Ouais. Tu m'affolais à ce moment-là. Bah en fait, je pense que tu vois, l'âge y joue. En fait, le fait que je sois jeune, ça fait que, si tu veux, je suis beaucoup plus détaché émotionnellement de l'argent. Tu vois, tu vas avoir beaucoup de monde qui ont déjà eu un travail dans leur vie, notamment en trading, qui se lancent maintenant avec les mentorats, tu vois, qui du coup sont passés par le CDI. Et ces gens-là qui gagnent 2005, 3000 par mois, tu vois, même parfois 1005, les salaires à 3000, c'est plutôt des salaires de cadre, il me semble, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises. ça dépend où, mais c'est déjà un bon Ça salaire dépend. à 3000, c'est déjà bien, quoi. Je vois. Bah, en fait, ces personnes-là, elles vont pas avoir le même ressenti à l'argent que moi parce que, en fait, je sors pas d'un travail. Ouais, c'est ça. T'as pas de réelle valeur de l'argent par le travail, si ce n'est au trading, Et quoi. si tu veux, pour moi, ça reste des chiffres. Je dis pas que je viens de loin même d'une famille riche. Je viens plutôt d'une famille travailleuse classique. Peut-être ils devaient gagner 5000 à deux, tu vois. C'est une moyenne, hein. Ouais, c'est On ça. reste sur des moyennes. Mais, enfin, je peux me permettre de vivre enfin, mes parents pouvaient se permettre de vivre à Paris, en banlieue en tout cas. Et je trouve que, tu vois, c'est vraiment le fait que ça soit l'âge qui m'a permis de me détacher, qui fait que je pouvais prendre des positions à 80 000 et en profit latent C'était et ne hallucinant. rien sentir. C'était Ouais. hallucinant, mais moi justement, aujourd'hui, je peux plus faire des choses comme ça. Ou alors vraiment, si j'ai un compte dédié où je me dis là, je veux taper un gros payout, etc. Parce que j'ai tellement perdu de payout, j'ai tellement cramé des comptes, j'ai tellement vu des equity ou des payouts que je pouvais faire à 15 000 dollars et après je retrade et je repère la moitié du payout ou je crame même le compte. Ça peut arriver, hein, ça m'est arrivé. Donc en fait, avec le temps et justement l'expérience, par peut-être l'âge ou même le temps ou les expériences dans le trading que tu vas avoir, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, il faut justement sécuriser. Et je pense qu'aujourd'hui, tu t'en Bah. rends compte de plus en plus, quoi. Bah, pas plus tard que la semaine dernière, j'avais 18 000 dollars de profit sur mon FTMO en 200K et voilà, tu commences à retrade et au final tu restes avec un 10 000. Mais c'est déjà très très bien. Mais C'est déjà très bien, mais au final, tu as perdu 8 000 Voilà. dollars de payout que tu aurais dû sécuriser, quoi. Exactement. Et bon, après, c'est le jeu. Et si tu avais fait ça, tu n'aurais peut-être pas été justement jusqu'à 18 000 non plus et tu te serais arrêté à 10 000. Donc au final, la balance est plus ou moins la même. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et avec le temps et l'expérience, tu comprends l'importance de justement sécuriser ses profits, quoi. Exact. Il y a autre chose qui revient énormément. C'est une question qui m'est posée très souvent. Combien est-ce que d'actifs tu trades et est-ce que pour toi, on a besoin de trader tous les jours pour justement faire de l'argent en trading?
Alors, j'ai des datas de 5 ans en backtesting. Avec un seul actif, je suis à environ 4 mois, 4, mince, pas 4 mois, 4 trades par mois. Donc, ça reste une moyenne plutôt potable de un trade par semaine, si tu veux. Et quand je bouge sur plusieurs actifs, quand je commence à prendre des paires XXX, JPY ou XXX CAD, et ben en fait, je vais monter très rapidement à 12 opportunités par mois. Mais bien sûr, je me limite en moyenne en live à 8-10, quoi. Histoire de pas tomber dans un Dans un pre-match cercle, trading. Ouais. tu prends trop d'opportunités. Et du coup, Exact, tu ouais. traites combien de paires alors? Bah là, dans ma watchlist, je dois en avoir 10. Ah ouais, tu traites autant de paires que ça? Mm, mm, mm. Ok, et tu te perds pas avec tout ça? Bah en fait, c'est juste une question d'analyse. T'analyses celle qui te paraît la plus propre. Tu les notes. Tu sais, moi, je mets les petites étiquettes sur TradingView de couleurs. Et je les classe en fait par ce qui est le plus... enfin, les setups les plus A++ et les setups les plus B et C, tu vois. Et ensuite, je vais tout simplement les trier en fait. Ok, ah ouais, c'est fou. Et le fait d'avoir autant de paires, ça te met pas justement quelquefois dans un cercle où tu te dis, ah, j'ai 10 paires, donc je vais forcément trouver une opportunité, et du coup tu rentres alors que t'as pas forcément un bon trade? Je dirais que oui, tu vois, c'est inconscient. Euh, c'est inconscient, oui, t'as raison. Mais me limiter qu'à une paire tous les mois, ça veut dire que je limite beaucoup aussi mon profit Ouais, c'est ça. potentiel. Faut trouver la balance entre ne pas limiter son profit, mais ne pas aller chercher trop de paires parce que qui dit plus de trades dit plus de SL, plus de drawdown, plus Ouais. de commission, plus de. En fait, tout va être une question ouais, de, si tu veux, de maintien, si tu veux, d'un plan global que tu vas suivre, notamment par rapport à ton analyse, à ce que la paire offre en tant que possibilité de pips, de mouvement. S'il y a des news, s'il n'y a pas de news, tu vois, si par exemple il y a un CPI sur la paire CAD, je vais peut-être éviter la paire CAD sur la semaine en question. C'est juste tout simplement des analyses. Ouais, c'est ça, et tu jauges en fonction de toi, de tes critères, quelle paire est Exactement. la mieux pour justement trader. Voilà. Ok, c'est intéressant. Alors, on va maintenant aborder les stratégies et la psychologie. C'est une question que beaucoup de personnes se posent, je pense. Comment trouver la bonne stratégie? Je ne sais pas comment faire, comment la développer. Est-ce que tu l'as trouvée? Est-ce que tu l'as eu d'un mentor? Comment toi, tout simplement, tu as eu la stratégie que tu as aujourd'hui? Est-ce que c'est via tes connaissances? Est-ce qu'on te l'a enseigné? Comment tu as géré ça? Bah, je pense qu'il est de grand temps que je parle de mon mentor, non? Je pense. Du coup, j'ai commencé le Forex à 15 ans, comme je t'ai dit. Et ensuite, à 16 ans, j'ai rencontré une personne qui a beaucoup changé ma vie, qui est une personne que je connais pas dans la vraie vie, hein. C'était une personne que j'ai rencontrée sur Twitter, qui m'a un peu pris sous son aile, en fait. Et c'était la seule personne que je connaissais qui était impliquée dans le Forex, activement. Et donc, j'ai tout simplement, en fait, suivi les concepts qu'il utilisait. C'est à ce moment-là, notamment, que j'ai commencé ICT, tout ce qu'on connaît tous, en fait. Et par la suite, j'apprends les concepts, je commence à les imbriquer. Au fur et à mesure, il m'aide aussi, il me donne des conseils, il me reprend sur quelques petites erreurs que je faisais. Ok. Et en fait, au fur et à mesure, tu comprends le fonctionnement du prix et tu commences vraiment à imbriquer les concepts de sorte à ce que tu trouves ton edge. On appelle ça un edge sur Ouais. le marché. Et moi, c'est le edge qui m'a permis de, si tu veux, me créer une stratégie. Un edge clair et précis sur le marché, c'est tout ce qui compte. Je dirais, c'est 5-6 concepts imbriqués ensemble qui te font vraiment une checklist et tu C'est notes. ça. En fait, je te rejoins vraiment là-dessus, parce que moi, j'ai pas eu de mentor à proprement parler, même si j'ai fait tous les mentorats d'ICT, j'ai acheté des formations Phantom FX, enfin voilà, tous les traders aux États-Unis. Mais en fait, à partir du moment où vraiment tu commences à développer vraiment ta vision de marché, que tu arrives à lire les concepts sur le marché, en fait, je sais pas si toi tu as ressenti ça, mais ma stratégie, elle est venue un peu toute seule, entre guillemets. Genre, j'ai imbriqué quelques trucs ensemble, j'ai testé plusieurs choses, évidemment, j'ai testé plusieurs stratégies avant d'en avoir une qui était vraiment claire, mais j'ai pas eu quelqu'un qui m'a vraiment enseigné ces stratégies à proprement parler, mais si tu veux, c'est venu un peu tout seul comme ça grâce à ma vision, et mon edge a découlé de mes connaissances, en fait. Je sais pas si toi c'était le cas, mais... Oui, ça découle des connaissances, je suis d'accord. Ça découle d'un edge aussi que tu te fais sur le marché. Par contre, moi, c'est pas venu tout seul en fait. J'ai eu beaucoup besoin de correction en fait, si tu veux. Ok. Mais on va dire que je suis à 80% d'accord avec toi en majorité en fait. Ouais, c'est ça, parce que, bon, moi J'étais un forcément, peu plus jeune que toi aussi. Ouais, c'est ça. Et il y a un moment, je pense que moi, j'avais besoin de correction, mais je ne l'ai pas forcément eu. Et c'est là où j'ai perdu aussi énormément de temps.
Et du coup, forcément, la correction, je me la suis fait tout seul, mais ça m'a pris des mois, voire des années, quoi. Et c'est là, aujourd'hui, où on se rend compte de la puissance d'avoir un mentor et de quelqu'un qui peut te coacher et qui est bon dans son domaine, hein, tout simplement. Ouais, voilà. En fait, si je peux préciser un truc, si j'aurais connu Geisha, enfin, mon mentor, à mes 16 ans directement, sans passer par le trading de crypto, sans m'en mêler l'esprit avec tout plein de choses, en vrai, en 6-8 mois, t'es rentable. Ouais. En fait, c'est juste une question de suivre et d'appliquer à la lettre ce qu'une personne te dit. Ça, et je pense qu'en 6-8 mois, même si tu bosses vraiment à fond, à mon avis, tu peux même avoir des résultats un peu plus rapidement si tu es déjà un peu avancé en trading. Alors attention, moi derrière, j'étais très jeune. Derrière, il y a eu aussi des nuits blanches, du backtesting, tu connais. On est tous passés par là. Les personnes qui croient que par 1 heure de travail par jour, tu peux arriver à tes fins en trading, c'est faux. Tu vois, faut se le confirmer. C'est complètement faux. Et encore une fois, j'entends beaucoup de personnes dire ça, que juste en 1 heure de trading par jour, tout en 3 mois, tu es rentable, etc. Bah non, forcément, déjà, il faut des connaissances, il faut arriver à appliquer des stratégies, développer un edge, avoir une stratégie et surtout savoir l'appliquer, quoi. Savoir l'appliquer sans faire d'erreur psychologique, avoir des datas, c'est un travail qui est vraiment très long et c'est un process, quoi. Et surtout, développer surtout pas une stratégie qui n'est pas en corrélation avec votre emploi du temps, c'est hyper important parce que j'y conseille à tout le monde, hein, ne quittez surtout pas votre travail si jamais vous n'êtes pas profitable au moins sur 6 mois en trading, c'est pas une chose à faire. Ouais, évidemment. Parce que la pression financière, c'est terrible. Ouais, en fait, à la moindre pression financière, c'est fini, quoi. J'ai eu beaucoup de retours sur ça et c'est cata. Il y a des gens qui vraiment parfois sont presque à la rue en fait. Et si tu veux, ils sont sauvés par le chômage, quoi. Ouais, vraiment. En France. J'ai plusieurs, parce que j'ai beaucoup d'appels avec des traders que je prends pour les aider et pour voir potentiellement s'ils correspondent au profil des personnes que nous on accompagne. J'ai eu quelqu'un en appel, mais je ne sais même pas si je t'ai raconté, mais là c'est fulgurant. Il m'a montré son historique d'achat de compte FTMO. Devine pour combien de dizaines de milliers de dollars il y en avait. Franchement, je voudrais bien dire un chiffre, mais là je m'attends au pire. Donc je te laisse dire le chiffre parce qu'il y a eu genre 55 000 ou 60 000 dollars de challenge achetés, mais sans rien passer, sans faire de payout, sans rien du tout, tu vois. Donc c'était fulgurant et il défilait, il me montrait sur son téléphone, il défilait et que des comptes. Et je revenais pas, je me suis dit mais comment c'est possible, tu vois. Et il me disait, mais en fait j'étais pris dans la spirale, j'avais derrière une pression financière, j'avais le rêve des profirmes où en moi je pouvais avoir 100 000 dollars de compte financé rapidement, etc. Et le mec il achetait, crédit. Et c'est fou d'en arriver là. Et pour moi, c'est uniquement de la pression financière, peut-être aussi un peu de cupidité, mais en fait, il voyait pas autre chose que ça. Il était enfermé dans son truc, peut-être un peu une addiction aussi Franchement, il y a des gens qui l'associent au casino de temps à autre. Hein. Vraiment. J'entends des psychologues qui disent qu'ils voient des... Mais encore plus les profirmes, je pense. Ah oui. Oui. Parce que tu as l'espoir de dire je peux avoir 100K, je fais juste 10% sur mon 100K financé, je fais 10 000 dollars, je rembourse tout. En fait, quand on y pense, c'est des sommes énormes, mais ça reste de l'argent en démo et ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à se le dire. C'est ça. Et du coup, tous ces mecs-là font nos payouts, quoi, donc on les remercie. Vraiment, je vous remercie. J'ai une autre question très intéressante pour toi. Est-ce que, d'après toi, une stratégie, elle doit évoluer dans le temps? Est-ce qu'elle doit s'adapter à toi? Est-ce que toi, tu adaptes ta stratégie? Est-ce que tu changes des choses, etc.? Alors, le marché est tout le temps en évolution, donc bien sûr, il faut s'adapter. Le marché est tout le temps en évolution. Tu ne peux pas avoir une stratégie 100% mécanique. Par contre, tu peux avoir un edge 100% mécanique. Ce qu'on a, hein, d'ailleurs. Bien sûr, quand je parle d'edge 100% mécanique, c'est vraiment... Par exemple, tu vois, j'ai parlé tout à l'heure de la checklist. La checklist est vraiment un bon outil que j'utilise. Quand en fait, si tu veux, je commence ma session de trading, je me dis que j'ai toujours une boîte à outils. J'aime bien me dire ça. J'avais un prof de maths à l'époque, en cours particulier. J'étais vraiment nul en maths. Hein. D'ailleurs, j'avais 2 de moyenne, il me semble, en maths au lycée. Donc, comme quoi, le trading, ça fait pas les maths. Hein. Vraiment, je te fais pas dire. Moi, j'ai tout abandonné aussi. Ma mère m'avait forcé à me mettre en maths expert. J'ai abandonné directement. J'avais un prof dans le 16e à Paris, il était très très bien, incroyable prof. D'ailleurs, s'il passe par là, je le remercie pour tous les conseils, mais bon, c'était plutôt moi qui ne mettais pas les efforts, si tu veux, derrière. De toute façon, j'avais pas une logique en maths de fou. Et il me disait toujours en maths que tu as une boîte à outils, et parmi cette boîte à outils, tu sors tes outils pour justement les utiliser dans les concepts en mathématiques. Et maintenant, moi, j'aime bien l'associer en trading, en fait. Dans ta boîte à outils, tu vas avoir les concepts, tu vas avoir le risk management, tu vas avoir ton edge,
tu vas avoir ta checklist d'entrée en position. Les top down, les corrélations, les trucs. Voilà, en fait, tu vas avoir tous tes outils que tu utilises. Et pour moi, en fait, dès que je commence ma session de trading, excuse-moi, j'ai en fait, on va dire une continuité des choses à suivre. J'ai vraiment de A à Z les outils à prendre et je les prends au fur et à mesure et au final, ça me crée vraiment mon edge sur le marché, ça me crée ma potentielle entrée en position, mes sorties, mes TP. Ouais, c'est exactement ça. J'aime bien associer, moi je prends souvent l'exemple du garagiste qui a toute sa caisse à outils et qui doit aller démonter un moteur. Et bah, il va pas démonter l'intérieur du moteur sans avoir démonté l'extérieur. Et donc il y a vraiment un plan à suivre étape par étape pour justement arriver à cette finalité qui est de faire d'avoir une bonne performance en trading et ça sur le long terme, quoi. Bien sûr. Mais du coup, est-ce que concrètement une stratégie doit évoluer dans le temps? Mais je pense que oui, forcément. Même de toute façon, je pense que toi tu le vois, on refait souvent des backtests sur nos stratégies, etc. Et il y a des choses qu'on optimise, qu'on change, peut-être des modèles d'entrée en position qui peuvent évoluer un tout petit peu. Moi je le vois de mon côté et c'est vrai que ma stratégie s'adapte et au fur et à mesure du temps, avec aussi la maturité qu'on prend, et l'expérience, eh bien, il y a des choses qu'on n'a plus envie de faire. Moi, j'ai plus envie de trader en M1, j'ai plus envie de prendre des entrées en scalping, j'ai envie d'être beaucoup plus sur du long terme, d'intégrer beaucoup plus de fonda dans mon trading, ce que je ne faisais pas du tout au départ. J'ai souvent dit, je me disais souvent quand j'étais pas profitable que c'est pas parce que j'ai une fonda baissière que je peux pas prendre un trade en achat, etc. Mais au final, tu te rends compte que t'es pas dans l'order flow, t'es à contre-tendance, t'as genre 50% moins de probabilité de réussite. Comment tu gères ça, toi? En fait, au lieu de donner une réponse à la question, je pense que c'est important que chaque personne le voit par soi-même. Donc, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est une fois que vous avez vraiment votre mécanisme de trading fait en backtesting sur FX, Replay par exemple, la plateforme qu'on utilise nous. Ouais. En fait, une fois que tu as ça, tu n'as plus besoin de retourner sur FX Replay. Pour moi, c'est mon humble avis. Ce que tu vas faire, c'est vraiment reprendre chaque semaine de trading le week-end. Moi, le week-end, je me pose, je reprends la semaine passée et en fait, je me refais en backtesting toute la semaine en question. Et c'est là, en fait, que tu vas être à peu près dans le présent parce que tu restes pas trop loin du moment actuel et tu vas pouvoir reprendre la semaine où potentiellement ta stratégie a changé d'un point ou à un autre. Donc, moi, ce que je fais maintenant, c'est vraiment du backtesting, TradingView direct sur la chart. Je reprends la semaine et voilà, je note ce qui change un peu par rapport à ce que je faisais de base. Ouais, c'est ça exactement. Moi, je fais vraiment j'ai un journal de trading et j'ai un journal de backtest. C'est vraiment complètement différent. Et mon journal de backtest, eh bien, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je reprends exactement tous les trades sur les 2 paires que je vais trader. Je les note, je regarde, je mets les screens, je me dis ce qui a été, ce qui n'a pas été, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, est-ce que c'est mon entrée qui ne va pas si j'ai des SL, est-ce que je suis contre l'order flow, contre la fonda, je ne sais pas, tu vois, je note un peu tout et du coup j'adapte ma stratégie par rapport à ça et c'est vrai que du coup pour conclure sur cette question-là, je pense vraiment qu'une stratégie doit évoluer sur le long terme et c'est surtout que nous on évolue et donc elle doit évoluer en même temps que nous, à mon avis. Je pense que c'est plus ça. Ouais, c'est ça en fait, elle doit évoluer tout simplement par le fait que le marché il change. Tu peux rien y faire, c'est comme ça, le marché il change et toi, tu prends une expérience aussi de ton côté, donc forcément, il y a des choses que tu ne voyais pas forcément avant, que tu vois, des connaissances que tu n'avais pas, que tu as, et qui te permettent d'aller encore plus loin dans ton trading. Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai remarqué, quoi. Tous les deux, Alain, on a vraiment une très grosse expérience en prop firme. Il me semble que tu as eu quelques problèmes avec certaines prop firmes. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Ouais, en fait, c'est le fait que je faisais beaucoup trop de profits. Je sais pas si toi ça t'est arrivé. Ouais, ça nous est des gros payouts. Quelques fois, on s'est fait ban de quelques profs. Ouais, des gros payouts. Les profs, ils te trouvent une raison sortie de nulle part. Ils inventent des règles dans leurs conditions générales de partout. Vous avez pris 2,5% alors que notre limite est à 2%. Ça, c'est n'importe quoi. On clôture votre compte. Je vais pas mentionner la prof firme forcément parce que pour des raisons, je sais pas, peut-être à un moment ils peuvent m'attaquer ou quoi. Mais j'avais une prop firme sur laquelle j'ai pris un compte à 100 000 et ils m'ont sorti une règle sortie de nulle part, mais vraiment ils m'ont dit parce que vous avez tradé le Red Folders en question, ils m'ont divisé ma taille de compte par 2, donc je suis passé d'un compte à 100 000 à 50 000. Alors qu'il y avait le droit de trader le Red Folder. Mais bien sûr, et en plus c'était même pas un CPI et un NFP, c'était un Red Folder, tout ce qu'il y a de plus classique en fait. C'était pas une news qui faisait du 30 pips
à la seconde, tu vois. Ça a même pas bougé, quoi. Non, rien. Ouais, Ils m'ont sorti. juste pour essayer de te ban. C'est fou. Hein, c'est pas forcément pour essayer de te ban, mais ils te limitent au maximum. En fait, leur but, c'est de sortir le moins d'argent possible pour toi. C'est ça le truc. Surtout quand c'est des profils où il n'y a pas énormément de fonds de liquidité, ils essayent de. Dès que les traders sont vraiment profitables, ils essayent de les dégager, hein, tout simplement. Maintenant, il y a les profils qui. Je sais pas si tu as vu, il y a des profils qui commencent à arriver. Les profils backés par les brokers. Ouais, ce qui est justement très intéressant. D'ailleurs, FTMO, qui est notre pro-firme numéro 1, on l'apporte dans notre cœur, qui a justement racheté un broker Wanda, il me semble. Ouais. Ce qui est une très bonne preuve de crédibilité, et ça, c'est vraiment bien. Et ouais, justement, les pro-firmes brokers, tu t'es renseigné un peu là-dessus, tu as testé toi ou... Pour FTMO, preuve de crédibilité et aussi de liquidité. Ouais, forcément. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonds derrière et qu'ils galèrent pas à faire les payouts. Nous, on le voit. On a fait des payouts chez FTMO, des trucs énormes, plusieurs dizaines de milliers de dollars, et ça paye sans aucun problème. Je pense que mon payout, le plus gros que j'ai eu chez FTMO, c'était 29 000 $ en un payout, et ils ont pas dit un mot. Ça galère pas, quoi. Ils ont pas dit un mot. C'est dingue. Ils ont pas dit un mot et j'étais payé en 2 jours. Ouais, c'est dingue. Alors qu'il y a d'autres pro-firmes où il y avait des dizaines de milliers de dollars payout en attente, et soit la pro-firme ferme, soit t'as plus de compte, soit t'as plus d'accès à la plateforme. Ça nous est arrivé tellement de fois, c'est terrible. Ouais, mon plus gros payout que j'ai fait de ma vie, c'était en juin 2024. C'était sur FundedPix, je peux le dire, parce qu'aujourd'hui la pro-firme a fermé pour des raisons de manque de liquidité, mais notamment aussi parce qu'ils avaient des tricheurs au sein de la pro-firme, donc ils pouvaient pas suivre en fait. Ils avaient un mauvais système de traçage d'IP, je sais pas, ils trouvaient pas les tricheurs en fait. Et j'avais fait un payout à 32 000 chez eux, j'ai été payé. C'est après quoi ils m'ont ban pour des problèmes de liquidité. Donc si vous voulez aller voir le payout, il me semble qu'il est encore sur leur compte. FundedPix sur Twitter. C'est un payout à 32 000. Donc ouais, voilà. C'est fou. C'est trop fou. C'est complètement dingue. Mais c'est vrai que du coup, via les profils, il faut aussi faire attention en quelque sorte et pas aller tout de suite chercher une max allocation ou un truc, y aller doucement, faire d'abord des petits payouts, etc. Bon, après, chez FTMO, je pense qu'il n'y a pas de souci, et tant que vous ne risquez pas 5% par trade, au pire des cas, ils vous payeront et ils vous mettent sur un compte swing. C'est ce qui nous est déjà arrivé. Toi, c'était arrivé, il me semble. Ouais. Mais dans tous les cas, quand vous choisissez les bonnes propres firmes, il n'y a pas de réelle problématique avec ça, quoi. En fait, chez FTMO, il y a une règle qui fait que si tu trades, si tu veux, dans la time frame des 2 minutes avant et 2 minutes après une news, ils te passent en compte swing, parce que si tu prends SL sur une grosse news, genre un NFP, pour eux, c'est pas viable en fait. Ouais, ce qui est en soi assez logique. En vrai, je trouve que c'est plutôt ouais, assez parce logique. Que tu te retrouves avec des mecs en fait qui vont faire des 50 000 balles en un NFP alors qu'ils savent pas trade. Ouais, c'est ça. C'est une question de chance. Donc ils peuvent pas se permettre de payer des traders par chance. C'est ça. Et en vrai, je trouve que leur règle est plutôt assez logique, parce qu'il n'y a pas d'autres règles vraiment cachées autour de tout ça. Il y a vraiment que ça, en gros, chez FTMO. Et c'est surtout les seuls, il me semble actuellement, dans l'industrie qui vont te passer en compte swing sans te ban, sans te mettre un avertissement. Ouais, c'est ça, parce que ils sont déjà... Il y en a, ils te bloquent les comptes. Ouais, direct, t'as plus d'accès à la plateforme, et Bien c'est sûr. fini. Erreur 404. Là, c'est plus que erreur 404. Là, c'est ban, c'est tout ce que tu veux. T'as même plus le droit de prendre des comptes, t'as tradé un NFP, c'est la fin du monde chez certaines firmes. Ouais, c'est fou d'en arriver là. Mais bon, après, c'est le business des pro-firmes aussi, et c'est comme ça, on le sait, quoi. Et donc, il faut aller justement vers les bonnes pro-firmes pour que ça arrive, quoi. Pour moi, max alloc FTMO, c'est le plus important. Tu max alloc FTMO. Ensuite, tu peux commencer à t'éparpiller, si tu veux, chez d'autres entreprises, firmes. Ouais, c'est ça, exactement. Et voilà, tu commences à scaler gentiment. Tu te prends pas trop la tête. Tu mets pas un 10 000 balles d'un coup sur plein de props, ça sert à rien. Parce que tu vas forcément prendre un moment des avertissements chez l'une, chez l'autre. Au final, tu te retrouves qu'avec 5 comptes sur les 10. Ouais, t'as eu pas mal d'histoires avec tout ça. C'est de l'expérience que t'acquéris. Ouais, voilà, faut commencer doucement. T'as eu ta max alloc FTMO, tu réinvestis, je sais pas, 20% de ton payout max. Et ensuite, tu scales gentiment. C'est pas un scaling agressif qu'on cherche en trading. Il faut
faut vraiment prendre le moins de risques. Et on parlait justement des profirmes et de leur business model, donc il faut revenir un peu là-dessus justement pour que les gens puissent comprendre ce business model. Donc en gros, les profirmes qui sont justement en B-Book, parce que le A-Book, c'est les profirmes qui vont passer les ordres sur le marché réel. Les profirmes en B-Book, eh bien, en fait, elles payent vos payouts avec le prix des challenges que les traders vont payer. Et donc forcément, s'il y a plus de payouts que de challenge, de CA en challenge qui rentrent, bah, la profirme fait faillite et c'est pour ça qu'énormément de profirmes ont fait faillite. TFF, TFT, il y en a eu tellement. Ouais, alors MFFX, c'était plutôt un scam, hein, MFFX, je sais pas si tu te rappelles. Le CEO est parti avec l'argent. Le CEO est parti avec l'argent. Bon, ça pareil, c'est des trucs, ça devrait même pas arriver, tu vois. Les profirmes, ça existe depuis maintenant 10 ans. On devrait avoir un environnement régulé en profirme pour ne plus avoir affaire à ce genre de... C'est ça, exactement, mais après, c'est un peu soit un Ponzi à ciel ouvert, donc c'est compliqué d'arriver à réguler tout ça, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est surtout que en profirme, tu peux avoir plein d'entrées d'argent différentes. Tu as des clients qui vont te payer en crypto, tu as des clients qui vont te payer en, je sais pas, en virement Wise. En fait, tu as plein de méthodes de paiement différentes qui font que tu peux pas forcément réguler encore le marché. C'est surtout des comptes en démo, ça reste du faux argent, tu vois. On te passe des comptes qui n'existent pas, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc ça reste compliqué, entre guillemets, d'arriver à réguler tout ça. Et d'expliquer d'un point de vue régulation que s'il n'y a pas assez de nouveaux entrants, tu ne peux pas payer les profits des traders, quoi. Actuellement, il me semble que FTMO et QuantTKL, c'est les seuls à être régulés. QuantTKL, ils sont régulés au Canada, FTMO, dans leur pays, je ne sais plus c'est lequel. République tchèque, je crois, il me semble. Ouais, exact. Je pense aussi. Ouais, je crois que c'est ça, mais ouais, c'est vraiment très intéressant. Et FTMO, de toute façon, reste pour moi la meilleure profirme CFD du moment et depuis très longtemps. Bien sûr. Donc voilà, si on peut vous donner un conseil, c'est vraiment d'aller chez eux justement. Alors, Alex, qu'est-ce que tu en penses un peu des profirmes récemment arrivées, tout récemment, qui sont les profirmes backées par les brokers? Moi, je pense que c'est déjà très bien parce que déjà, elles ont tout le système d'exploitation et de gestion des comptes des brokers. Donc, niveau compte démo, elles sont rodées. Il n'y a pas de bug là-dessus. Les spreads sont très bons. On va avoir vraiment des profirmes qui vont payer à coup sûr parce que c'est leur réputation du broker aussi. Donc, si derrière, leurs profirmes ne payent pas, qu'elles ont des bugs, etc. au niveau des payouts et tout ça, forcément, c'est embêtant pour eux, pour leur image. Et puis, forcément, les brokers, c'est quelque chose qui est ultra lucratif. Et donc, les fonds de liquidité, ils sont là et dans tous les cas, ils payeront, quoi. C'est ça. Et en fait, si tu veux, tout récemment, j'ai commencé à travailler avec une profirme backée par broker. Je peux peut-être mentionner le nom, qui est Blueberry Funded. C'est tout simplement le broker Blueberry derrière. En fait, j'ai des bons contacts avec eux et ils m'expliquent tout simplement que, si tu veux, tout leur fonds, tout leur financement, il vient du broker. Ils ont un fonds dédié à la propre firme. Ils ont en fait 1,8 million en roulement à chaque fois et forcément ça va se compléter. Tu vas avoir des gens qui achètent des comptes et tu vas avoir des gens qui reçoivent des payouts, mais forcément tu vas avoir toujours le pourcentage. Des fonds de liquidité qui sont énormes comme ça, il n'y a aucun souci. 1,8M en fait, tu as toujours des mecs qui vont racheter, tu as toujours des mecs qui vont reperdre des comptes. Donc si tu veux, les payouts ils sont toujours comblés par les 1,8. Tu as toujours un fonds de réserve qui est là, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis dans tous les cas, si jamais il y a un problème de fonds de réserve, il y a le broker derrière qui est là pour backup et pour payer dans le cas échéant où il n'y a plus de fonds de liquidité. Mais déjà pour liquider 1,8 million de payout, il va falloir y aller, quoi. Je parle notamment de Blueberry parce qu'aujourd'hui, dans le monde des brokers, on va dire, c'est un des seuls qu'on connaît le mieux. Je sais pas quel autre broker tu as entendu, j'entends beaucoup. IC Markets, ils ont sorti leur profil. IC Markets, c'est exact. Il y a aussi Wanda de base qui avait sorti leur profil, mais du coup qui a été racheté par FTMO. Il y a plein de nouveaux brokers qui donnent accès à des profirmes. Maintenant, voilà, c'est toujours, ça reste un schéma un peu Ponzi, on va pas se mentir. Ça reste un schéma de potentielle perte, ouais, bien sûr. Mais en fait, il faut juste savoir en tirer, si tu veux, ses avantages. Il faut vraiment exploiter le système. C'est pareil, c'est comme dans la finance, dans les impôts, tu vas toujours essayer d'exploiter le moindre pourcentage que tu peux sauver sur tes impôts. Là, c'est pareil, en profirme, tu vas vraiment essayer de on va dire, capitaliser sur le potentiel de capital que tu peux avoir sans utiliser ton propre argent, c'est ça? C'est ça, évidemment, ça te permet d'avoir accès à des capitaux qui sont énormes sans forcément investir beaucoup de ton capital. Évidemment, si tu fais les choses à l'envers, que tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas d'aide, tu n'as pas de connaissances, tu ne sais pas gérer ton risque, tu vas payer nos payouts, quoi.
Donc, il faut justement, il y a un process, quoi. Il y a un process vraiment étape par étape qu'il faut suivre. Il faut avoir des connaissances, il faut avoir une stratégie, il faut avoir de la data, il faut prendre confiance en ce que tu fais, il faut ne plus faire d'erreurs psychologiques, faire des free trials. On n'est pas, moi je le dis souvent, mais on n'est pas 1 mois, 2 mois, 3 mois près. Faites des free trials, entraînez-vous, et après, une fois que vous êtes vraiment bon, que vous avez confiance en ce que vous faites, que vous savez que vous êtes rentable, que ce soit en démo, même sur petit compte réel, je sais pas, et bien là, à ce moment-là, vous pouvez commencer à aller chercher du financement, quoi. Alors ça, c'est très marrant, tu vois, j'aimerais bien revenir sur ce sujet-là des free trials, parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais fait en fait de compte démo de ma vie. Je me lançais beaucoup sur des petits challenges à 5000. J'aimerais savoir un peu ce que tu en penses, toi, du fait de directement se lancer sur des comptes en profirme, sur des challenges à 30 balles. Ça peut, dans ce cas-là, être quelque chose d'intéressant parce que, bon, bah voilà, c'est 30 balles, ça permet d'avoir un, entre guillemets, vrai compte, etc. Mais je trouve que ça va te mettre dans une spirale où, du coup, tu veux plus après retourner en compte démo parce que tu te dis, ah non, j'ai tradé sur un compte profirme, j'ai envie que mon trading serve à quelque chose. Et je pense qu'il y a un process qu'il faut suivre. Et il faut vraiment arriver à être rentable en démo sans en passer 6 mois en démo, parce qu'au bout d'un moment, il faut passer en réel pour aussi improve sa psychologie. Mais je pense que c'est intéressant pour moi, de mon point de vue, de vraiment réussir à faire cette étape qui est pour moi très importante, de trader en démo pendant 1 mois à 2 mois, de réussir à passer 1 ou 2 free trials, et après d'engager justement le processus de scaling vis-à-vis des profirmes. Qu'est-ce que tu dirais aux gens comme moi qui, à 16 ans, pensaient que ça servait à rien De faire ça? de faire les trials? Je vais te poser une question assez simple. Comment ils ont fini tous tes comptes à 5K? Bah, c'est vrai qu'avant d'en passer un, j'ai dû en perdre 15, quoi. Voilà. Donc c'est juste un exemple et la réalité de ce qui se passe, hein, parce que même moi je l'ai fait, hein, donc on l'a fait, enfin je l'ai fait et tu l'as fait, et je sais pertinemment que si aujourd'hui vous allez dans les profils alors que vous n'avez jamais fait de démo, vous n'avez jamais fait de free trial, etc., et ben vous y allez parce que vous avez l'espoir de gagner de l'argent. Et à ce moment-là, c'est déjà perdu et votre compte, il est déjà cramé si vous y allez avec cette mentalité-là. Donc, il faut y aller parce que vous avez les compétences de y aller, parce que vous avez les compétences de le faire. À ce moment-là, c'est intéressant. Et du coup, vous allez pouvoir justement réellement aller chercher du levier. Mais avant, c'est juste de l'espoir de gain, de faire des bénéfices, du payout. Et donc, ça mène forcément à une perte, quoi. Bien sûr. Ouais. Bah, en fait, c'est pareil, ça c'est un biais psychologique que tu as quand tu es en début de trading, et si t'as pas de mentor, tu n'auras personne pour te dire ça. Donc bah, je trouve que les podcasts qui le disent, comme ça au moins on le fait, tu vois, on prévient les gens. C'est ça. Puis on est là pour parler aussi de la réalité du trading, c'est très important, et dans chacun des podcasts que j'ai fait ou que je vais faire à l'avenir, j'exposerai vraiment la réalité de ce qu'on fait avec des vrais traders. Et c'est ça la réalité du truc. Et enfin, aujourd'hui, on ne peut plus entendre que on fait 100 heures par mois, que vous allez devenir rentable en 3 semaines. Voilà, il y a un process à suivre. C'est un métier, c'est long. Il y a un apprentissage qui est énorme, et c'est un investissement qui est fou. Si je prends l'exemple de gros traders aux États-Unis, des mecs, je ne sais pas si tu connais Bernd Skoropinski. Bien sûr, je connais. Top 1 trader FTMO, 100 fois dans les leaderboards, etc. Écoutez-le parler, écoutez-le en podcast, écoutez ce qu'il fait, et vous allez comprendre que la réalité du trading, c'est pas de faire 50 heures par mois. Voilà, c'est tout. Et allez voir des traders en fonds d'investissement, allez voir des traders en salle de marché, allez voir des dev quant, etc. Et ils vous diront tous que faire 2, 3, 4 heures par mois, c'est déjà exceptionnel. Bien sûr, bien sûr. Et d'arriver à tenir ça sur le long terme, c'est vraiment fou, quoi. C'est trop, ouais, c'est trop. C'est En fait, c'est une preuve de discipline, tout simplement. Preuve ça. de discipline. Preuve de discipline, et surtout du fait que réussir à faire, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais faire 50 heures sur une semaine, c'est possible, entre guillemets. Mais déjà, moi, si je fais un trade et que j'arrive à genre 3-4 heures, 5 heures, c'est bon, mon trade, je le coupe, j'ai pas besoin de plus, quoi, Bien sûr. au vu de mon edge, de ma stratégie. Mais ouais, faut juste être réaliste sur les performances, et arriver à faire ça une semaine, c'est bien, mais arriver à faire ça des mois, des années, des dizaines d'années, c'est impossible. Bien sûr. Et justement, j'aimerais aussi revenir là-dessus, c'est que c'est bien beau de promettre 50 heures, 100 heures par mois, par semaine, etc. Mais les pertes là-dedans, elles sont où? Il y a pas de pertes, ça n'existe pas. Enfin, tu vois, c'est ça aussi. C'est ça, et c'est surtout que, par exemple, moi sur ma page Twitter, tu vois, je vais toujours mettre tous mes trades, je vais les poster, je vais faire un récap à chaque fois. Et sur ma page Twitter, vous pouvez retrouver toutes mes pertes comme tous mes gains.
Et les gens, ils voient que derrière, c'est pas 100% de win rate, c'est Ouais, pas c'est ça. Et ça. Le puis, trading, c'est pas ça. il peut y avoir des semaines en négatif, des mois même en négatif, des mois à break-even, des très bons mois, et ça, c'est important de le dire aussi, quoi. À partir d'une certaine expérience en trading, les mois en négatif, ils arrivent beaucoup moins, faut le savoir. Mais un win rate qui te permet d'avoir 50 R tous les mois, c'est pas faisable. C'est impossible, C'est ça impossible. n'existe pas. Non. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part. Enfin, Mais c'est comme tous ces mecs sur Instagram. Les mecs de qui on parle, ils mettent leur story Instagram avec tous les trades qu'ils gagnent, mais derrière, elles sont les pertes, c'est ça. Et c'est ça qui tu est vas jamais important. voir une story à la une avec des pertes en fait. C'est ça, et c'est ce qu'on essaye de prôner aussi, et notamment dans les vlogs de Timéo. Quand on vlog quelque part, eh bien, on prend des trades souvent en direct, et on prend le trade en direct justement, et après on vous montre le résultat, que ce soit une perte ou un gain. Ça arrive souvent qu'on ait des pertes, ça arrive souvent qu'on ait des gains aussi, mais voilà, on vous montre tout, et comme toi tu le fais, c'est ça qui est important, et il faut regarder la réalité du trading, quoi. C'est intéressant, toi, ton win rate, il est de combien à peu près? Je dirais autour de 60%. De 60? Et toi? Moi, je pense qu'il tourne entre 55 et 65, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, sur l'année 2024, je suis à genre 62,7, il me semble, un truc comme ça. Là, je suis un peu moins parce que j'ai pas fait un très bon mois de février pour l'instant. Mais après, sur l'année, ça va s'équilibrer, et voilà. Alors, attention, le win rate, c'est pas pareil que les RR, faut bien le préciser. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir un mois avec un très bon win rate, parce que notamment, moi, je compte mes BE comme des gains, vu que tu perds rien. Ah ouais, ok. Dans mon journal, je Oui, compte en les soi, BE comme moi des aussi, gains. ouais. Et en fait, tu peux avoir par exemple des trades où tu vas prendre moins 5 R parce que tu as fait une erreur psychologique de risque. Mais derrière, ton win rate, il baisse que de 1 parce que c'est que un trade perdant sur les 10 que tu as pris. Mais au final, c'est moins 5 R. Donc c'est ça Ouais, aussi le problème. C'est ça le problème du truc, ouais, effectivement. Donc il faut bien, on va dire, séparer le win rate des RR et bien faire la différence entre les deux. Et n'oubliez pas qu'avoir un bon win rate, ce n'est pas forcément être rentable, faut le dire. Ouais, évidemment, parce que c'est faire du 0,5, enfin du 1 pour moins 0,5. Ouais, c'est ça. C'est aussi c'est le win rate multiplié par forcément le RR, quoi, qui te donne à la fin la performance sur le long terme, quoi. Ouais. C'est ça qui arrive à ça. Et je voulais parler d'autre chose aussi avec toi, Alan, c'est l'importance d'avoir un mentor. Est-ce que pour toi, sans ton mentor aujourd'hui, tu serais devenu rentable? Moi, je dis souvent qu'il y a deux solutions pour devenir rentable. Soit on passe 50 ans à vouloir essayer de trouver une stratégie sans avoir vraiment la garantie de la trouver un jour, en voulant un peu satisfaire son ego, en se disant voilà, moi j'ai trouvé ma propre stratégie, je me suis formé tout seul, etc. Soit on soit auprès de quelqu'un qui est déjà rentable, qui a réussi, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis encore très très jeune. Je vais pas non plus, si tu veux, partir dans les extrêmes pour dire sans lui, j'aurais jamais réussi ou avec lui, j'aurais jamais réussi. En fait, tout est une question de perspective, tout est une question de chance dans ton parcours aussi. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir un mentor que j'ai pas payé. Beaucoup de gens ne se le permettent pas, en vrai, on va pas se mentir. Aujourd'hui, les accompagnements restent tout de même un certain prix. Par contre, ils en valent la peine, et ça, j'en suis sûr. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, évidemment, c'est comme partout. Il y a des personnes qui vont accompagner d'une certaine manière et des personnes qui sont pas forcément OP dans les accompagnements et qui n'ont pas forcément de résultats. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, si votre objectif, c'est vraiment d'atteindre justement la rentabilité en trading, eh bien, il n'y a pas 50 solutions si vous voulez y arriver rapidement. Il faut vous former auprès de quelqu'un, mais bon, auprès de quelqu'un de légitime, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, si aujourd'hui, tu es un trader, que tu es formé ou non, mais que tu veux justement atteindre tes objectifs et que tu veux atteindre cette rentabilité, cette liberté qu'on peut avoir grâce au trading, je te mets un lien juste en dessous dans la description et je te laisse prendre un appel de coaching avec moi. J'essaierai de déterminer plus ou moins où tu en es et voir et te donner surtout des conseils pour que tu puisses justement avancer dans ton trading. Et si éventuellement tu corresponds au type de personnes qu'on peut accompagner dans notre académie, on verra comment éventuellement on peut aller plus loin ensemble. Juste avant de terminer ce podcast, je voulais vraiment revenir sur une question qui est très intéressante et qui m'a été énormément de fois posée. Comment, du coup, concrètement, toi, tu as créé ta stratégie? Qu'est-ce que tu as ajouté dedans? Comment... En fait, c'est comme une salade, tu vois. Tu vas avoir un mélange de tout plein de concepts, tu vas avoir des avis de ton mentor, tu vas avoir des conseils que tu as appris sur YouTube, tu vas avoir de la data de ton backtesting qui va s'ajouter à ça. Je pense que le tout, c'est vraiment juste de passer à l'action. Il y a beaucoup de gens qui vont tout simplement s'éterniser sur le fait de trouver la meilleure checklist possible,
toujours à chercher les meilleures confluences à droite, à gauche. Ouais, c'est ça. Et au final, c'est juste une question de perspective. C'est pas parce que tu as les meilleures confluences que tu as pris chez les meilleurs traders que pour toi, ça va s'appliquer, que ça va réussir. C'est ça, et puis il y a souvent beaucoup de traders qui sont dans la suroptimisation. Non, je rentre pas en M1 si la bougie elle fait pas 1 pips de 8 pips divisé par 4 fois mon RR, enfin tu vois, j'en sais rien, mais faut pas J'ai eu tomber cette période Moi de aussi, hein, suroptimisation. je l'ai eu, et j'étais, mon plan de trading, il y avait 14 000 conditions, je rentrais pas, machin, et j'expliquais mes pertes par le fait que, ah ouais, non, là c'est parce que mon breaker block, entre le point structure et le moment où ça casse, il y a que 3 bougies, normalement il m'en faut 4, et du coup c'est à cause de ça que je fais une perte, alors qu'en réalité c'est pas du tout à cause de ça, et c'est juste parce que j'ai fait les choses complètement à l'envers, quoi. Bien sûr. En fait, ouais, ça va rester, comme j'ai dit tout à l'heure, une boîte à outils qui va te permettre, si tu veux, de prendre tes décisions sur le marché. C'est juste ça. Ouais, évidemment, c'est ça. Et moi, au fur et à mesure du temps, j'ai aussi compris que si vous voulez faire du trading, il faut comprendre les dynamiques de marché, ce qu'il y a derrière. Et c'est important de comprendre et de savoir ce que c'est le positionnement des institutionnels, les obligations, les corrélations entre marchés, les flux monétaires, où va l'argent, d'où il vient, ou pourquoi il va là, l'inflation, les taux d'intérêt, comment ça fonctionne, etc. Il n'y a pas besoin de partir dans une fonda de fou furieux, mais au moins comprendre les dynamiques de marché pour savoir potentiellement ce que les gros investisseurs vont faire. Et je pense que... Toi, tu es très calé fondamental par rapport à moi, c'est hyper intéressant. Je suis beaucoup moins calé que toi sur le sujet. Ouais, mais tu vas quand même regarder le quote avec le positionnement des institutionnels et deux, trois autres choses, quoi, tu vois. Bah, même pas en fait. Même pas? Non, Il non, me semblait que tu le faisais, même pas. En fait, je vais tout simplement regarder le calendrier économique et je vais me baser Les prévisions. sur la volatilité, pas sur les prévisions. Notamment quand il va y avoir des grosses news. Par exemple, je pense au CPI, tu vois, une news toute simple qu'on connaît tous. Enfin, si les interlocuteurs se sont un peu intéressés au trading. C'est une des news les plus importantes sur le marché qui fait le plus de pips à la seconde. Et en fait, les red folders vont me permettre, si tu veux, d'avoir mon edge sur le marché. Si par exemple, j'ai le lundi et mardi, il y a 0 news rouge, bah, je sais que ça sert à rien que je trade le mardi et le lundi parce qu'au final, pas de volatilité égale pas de trade pour moi. Donc je vais tout simplement me baser sur le calendrier économique. Et quand il y a des news qui vont me permettre d'avoir de la volatilité sur ma paire en question, tout simplement, je me place. D'abord, je fais mon top-down, je fais mon analyse. Je trie par paire. Par exemple, tu vas avoir les paires XXX USD, donc notamment Euro-USD, GBP-USD, AUD-USD. Okay. Et derrière, je vais vraiment faire un tri. Je vais être très sélectif sur ma paire. Celle qui a le plus d'opportunités d'être plus faible ou moins faible par rapport au dollar. Et ensuite, je prends mes positions. Ah, ok, c'est assez intéressant. Et c'est comme ça, du coup, que tu as réussi à plus ou moins construire ta stratégie. Donc, ok, c'est vrai que moi, je suis pas trop dans cette approche-là. Et justement, je vais plus m'écarter, entre guillemets, du marché quand il va y avoir une très grosse volatilité. Parce que je n'aime pas forcément ces périodes-là. Et au vu des supports sur lesquels on va trader, sur les profils, je ne suis pas fan de trader les news. Mais après, c'est vrai que ça t'a réussi. Et bon, après, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne approche. C'est ça, avoir quelque chose qui te correspond. En trading, tout marche. C'est vraiment une question de perspective de chacun. C'est personnel à soi-même, en fait, j'aurais tendance à dire. Ouais, c'est ça, exactement. De toute façon, voilà, moi, si on revient un peu sur ma stratégie, en gros, comme toi, je fais une top-down, j'ai un biais fonda, j'essaye d'aligner ça, donc je fais 3 top-down, EU, GU et le dollar, je mets en corrélation pour que j'ai un biais global qui sont justement en accord sur ces 3 paires. Si j'ai eu haussier, j'ai eu baissier et dollar haussier, je sais qu'il y a un problème, tu vois. Donc j'essaye d'accorder tout ça. Je regarde vraiment pas mal d'autres indicateurs économiques, les divergences obligataires, le positionnement des institutionnels, pas mal de choses pour confirmer justement ce biais. Divergence entre le dollar et les obligations à 10 ans, il y a pas mal de choses qu'on peut regarder pour définir pour confirmer justement nos top-down. Et puis après, voilà, c'est juste une question de zone d'entrée en position et de setup en petit time frame pour confirmer ça, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est juste que par rapport à toi, je suis un tout petit peu plus, on va dire, analyste de graphique que fondamental. Ouais, c'est ça, mais dans tous les cas, la vision reste plus ou moins la même et les modèles d'entrée sont quasiment les mêmes, quoi. Et en fait, si tu veux, le fait qu'on ait à peu près le même win rate, ça va être peut-être une confluence que j'ai en plus par rapport à toi, mais au final, en fait, target trop de win rate, c'est se limiter à beaucoup moins de setup et psychologiquement, je pense que c'est pas viable.
Ouais, effectivement. Et puis déjà, on se limite pas mal, hein. Moi, j'ai entre 5 et 10 opportunités par mois, je pense. Comme toi, plus ou moins. Intéressant. Et il n'y a pas besoin de plus, mais il n'y a pas besoin de moins non plus, quoi. C'est pour moi le bon équilibre, quoi. Bah pareil, enfin, moi je suis passé par la période stratégie en M1, hein, stratégie en 1 minute. Bah, moi aussi, hein. Et tu commences à prendre des 30 trades par mois, 40 trades par mois. C'est beaucoup trop. C'est pas viable en fait. Déjà, tu peux pas Psychologiquement, backtest. tu craques. Ton backtest n'est pas forcément qualitatif, parce que du coup, c'est pas ce représentatif de la réalité. Et puis, oui, tu craques, tu deviens Bien fou, sûr. plus de trades, plus de drawdown, etc. Donc, c'est vraiment pas bon du tout. Ouais. Donc voilà, Alan, et bah, écoute, c'était un super podcast. Ça me fait plaisir Ouais, je de te faire ce remercie. podcast avec toi. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas, il y a un lien dans la description si vous voulez vraiment avancer, stepper dans votre trading, eh bien, vous savez où aller. Et puis voilà, j'espère te retrouver, Alan, dans un prochain podcast très rapidement Bah écoute, j'espère aussi. pour un très bon échange de valeurs. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis on se dit à la prochaine pour un prochain podcast. Ciao! Ciao, ciao.